Bienvenue pour cette deuxième rencontre autour de l'œuvre de l'artiste japonais Hiroshi Sugimoto, qui a choisi la Fondation Pierre Berger et Yves Saint-Laurent pour nous faire découvrir une partie, et ô combien magnifique, de son importante collection d'art ancien, dont il dit d'ailleurs ignorer le nombre. Sugimoto nous a avoué qu'il achetait toutes les semaines de nouveaux trésors, dévalisant les antiquaires spécialisés ainsi que les ventes aux enchères les plus prestigieuses. Comme vous le savez sans doute, Sugimoto est un des artistes contemporains les mieux cotés au monde, et il n'est pas seulement photographe, il réalise également des installations, fait de la mise en scène, des performances, des projets architecturaux. Il a également un faible pour les mathématiques, et nous allons le découvrir ensemble grâce à vous. Grazia Quaroni, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en France une des personnes qui connaît le mieux professionnellement Hiroshi Sugimoto. Il vous doit sa première exposition dans une institution parisienne, c'était en 2004, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. La Fondation Cartier, dont vous êtes un des piliers, puisque depuis 1991, vous avez gravi les échelons pour devenir conservateur, responsable des collections, mais aussi commissaire d'importantes expositions thématiques et monographiques, comme celle par exemple de Raymond Depardon, de Patti Smith, de Moebius, de Pierre Saurin, ou encore de Ron Mueck, dont la dernière exposition qui a fermé ses portes le mois passé a battu le record de fréquentation de la Fondation Cartier en attirant plus de 300 000 visiteurs. Mais la Fondation Cartier n'est pas votre seul port d'attache, Grazia Quaroni. Vous organisez également des expositions dans les galeries, dans les musées, partout dans le monde. Vous enseignez à l'université, à la Sorbonne, à Paris et à Abu Dhabi, ainsi qu'à la Nouvelle Académie des Beaux-Arts à Milan. Vous transmettez à vos étudiants les secrets des pratiques curatoriales, vous leur enseignez le rôle du commissaire d'exposition et vous leur apprenez aussi comment monter une bonne exposition. Mais ce n'est pas tout, vous écrivez également des articles sur l'art dans la presse, vous voyagez sans cesse, c'est dire la chance que nous avons de vous avoir parmi nous ce soir. Alors avant de parler de votre expérience avec Hiroshi Sugimoto, je précise pour ceux qui n'étaient pas là le mois dernier et qui ne le connaissent pas bien que Sugimoto est un jeune homme fringant de 65 ans, vous le voyez. Il est né en 1948 à Okashimachi, près de Tokyo, dans un Japon sous occupation américaine et un quartier dévasté par les bombardements de 1945. Enfant, il allait à l'école chrétienne. Au collège, il intègre un établissement anglican faisant partie de la chorale, et c'est là qu'il découvre la culture anglicane. Sa famille n'était pas convertie au catholicisme, mais lui baigne dans cette ambiance-là. Une autre des spécificités de Hiroshi Sugimoto, c'est qu'il ne photographie pas les êtres vivants, ni hommes, ni animaux. Alors nous commençons par le commencement. Grazia Quaroni, comment l'avez-vous rencontré? Après le CV que vous m'avez concocté, maintenant ça devient difficile parce que évidemment il faut assurer. Donc comment la Fondation Cartier est rentrée en contact avec Hiroshi Sugimoto, ça remonte à très longtemps, parce que la Fondation Cartier va avoir 30 ans l'année prochaine et a passé les premiers 10 ans à la campagne, à Julian-Josas, donc en dehors de Paris, avant d'atterrir au boulevard Raspail en 1994. Et donc c'est bien à Julian-Josas, c'est bien Marie-Claude Beau, en fait, qui a invité la première, donc l'ex-directrice de la Fondation Cartier, qui a invité Hiroshi Sugimoto pour la première fois à dîner chez elle et à découvrir donc cet endroit. On était donc à la fin des années 80, ça remonte à il y a très très longtemps. Et par la suite, c'est notre actuel directeur général, Hervé Chandès, qui l'a revu au Japon, qui l'a revu à Tokyo. Et donc c'est là que, comme souvent à la Fondation Cartier, ça nous arrive, une relation de très longue durée, à plusieurs étapes et un peu à tiroir magique, a commencé à s'installer et les premiers réels contacts, en fait, ont été par le biais de timides acquisitions, en fait. La collection de la Fondation Cartier possède, depuis le début des années 90, plusieurs exemples de ces séries, je dirais, sans avoir jamais conclu un ensemble vraiment
très très important, mais il y a quelques dioramas, dont vous voyez quelques exemples ici, quelques séries, quelques exemples de séries, quelques tirages de séries de théâtre, les fameuses mères de jour, de nuit, et quelques tirages de la série que vous avez connue ici à travers Accelerated Buddha, qui s'appelle The Hall of 33 Bays et dont la Fondation Cartier possède des tirages, hein, pas la vidéo. Donc en fait, toutes ces œuvres semblent être très, très différentes l'une à côté de l'autre. En réalité, il y a une sorte d'intérêt commun pour quelque chose qui semble rester dans l'idée de la figuration, donc dans l'idée de la représentation, et mais qui est très rarement une photo de quelque chose de réel, mais c'est déjà la photo d'une représentation. Parce que quand Hiroshi Sugimoto est allé au Muséum d'histoire naturelle à New York entre 1975 et 80 pour photographier les dioramas, eh bien là, c'est typiquement le faux qui représente le vrai dans le sujet, et ensuite la photo du faux qui représente le vrai. Sachant que les exemples ici sont des scènes de vie animale dans des milieux naturels différents, mais que Hiroshi Sugimoto a continué cette série aussi en allant très très loin dans le temps, et donc en nous amenant un petit peu vers ce qui sera son travail sur les mers, par exemple, en nous amenant vers la nuit des temps, enfin vers un temps qui est très très lointain. Lucie, par exemple, la fameuse femme qui a 3,5 millions d'âge, un exemple. Et ensuite, il y a les hommes de Néandertal. Là, on va dans des 40 000 ans, dans il y a 40 000 ans, ou alors Cro-Magnon, 15 000 ans avant nous. Donc, ce sont des repères spatio-temporels qui sont très difficiles à comprendre, et qui sont très vastes. Enfin, en y réfléchissant, qu'est-ce que c'est que 40 000 ans? C'est quoi 3 millions d'années? C'est presque une abstraction, en fait. Ce sont presque des repères de temps. Et alors, dans les mers, en fait, quand on est devant la série qui est la plus connue, en fait, qui est vraiment emblématique du travail de Sugimoto, on est devant une scène dite naturelle, mais en fait, on est devant une abstraction, parce que les mers sont, comment dirais-je, sont répertoriées par titre, donc on sait de quelle mer elle s'agit, donc de quel point géographique il s'agit, mais en réalité, cela ne se répercute pas sur l'image. L'image, elle reste pratiquement abstraite. Elle reste très géométrique, elle reste vraiment coupée en deux entre la ligne d'horizon et donc c'est une construction qui a peu à faire avec la naturalité, avec la nature. Par contre, ça a beaucoup à voir avec une expression d'air et d'eau qui est véritablement le début de notre monde. Et donc encore une fois, on mesure ce temps qui est dans l'image de Sugimoto en termes de bien plus que des siècles, en fait. On le mesure sur un temps infini, un temps très très long, qui est par contre le temps de la vie sur Terre, donc qui est fini, qui a un début, une fin, une sorte de matérialité, une sorte de paramètre, de toute façon, qui est mesurable. Est-ce que ce sont de grandes photos, de petits tirages que vous avez à la Fondation? Ce ne sont pas de grands tirages. Des grands tirages, par contre, arrivent plus tard dans la collection, au moment des conceptual forms, au moment d'une exposition que
Hiroshi Sugimoto nous propose. En fait, on parlait de vouloir concrétiser avec une exposition personnelle notre relation commencée des années auparavant. Et donc, la discussion a été longue, le moment n'arrivait jamais, etc., etc. Et puis finalement, quand Sugimoto est arrivé avec cette proposition, la proposition a été globale. Et ceci est très intéressant parce que ce qui nous intéresse ce soir de voir ensemble, c'est la personnalité de cet artiste qui est connu pour ses photographies noir et blanc, donc pour être un photographe, et qui est en réalité une personnalité beaucoup plus complexe que ça, vraiment à plusieurs facettes, et il a une même intensité de pensée et de travail, aussi bien dans ce qui est le plus connu de son œuvre que dans bien d'autres domaines. Et donc il nous présente un projet qui est un projet global sur un sujet qui était plutôt nouveau pour nous, et en nous présentant donc des images très grandes là, pour cette série. Quand j'ai dit très grandes, ils étaient en 2004, en fait, ce qu'il m'avait dit, ils étaient en 2004 les images les plus grandes que Sugimoto avait jamais tirées. Et il m'avait dit, ce sont les plus grandes images que je peux faire tout seul. Alors, c'est-à-dire en maîtrisant complètement le procédé. On peut faire plus grand, mais il faut aller au labo. Alors, lui, il s'était tenu à ce qui était la limite de ses possibilités techniques. J'ai dit ça en 2004. Aujourd'hui, je ne sais pas, il peut peut-être faire plus grand. Je ne sais pas, il peut y avoir, je me limite à l'époque, c'était les plus grands tirages jamais existés d'Hiroshi Sugimoto. Et ça faisait combien, par exemple 150 par 120, donc c'est pas non plus quelque chose de gigantesque. Vous voyez, ce sont quand même des tirages argentiques qui sont parfaitement maîtrisés. Donc on n'est pas dans l'affiche, on n'est pas dans le numérique, on n'est pas dans des tirages qui peuvent s'expanser. Et justement, cette densité, elle est tellement intéressante pour Sugimoto que expanser la dimension à l'infini n'est pas ce qui l'intéresse le plus. Mais ces images devaient être grandes pour sublimer, justement, encore une fois, quelque chose qui était complètement abstrait, pas vraiment partie de la réalité. Et en même temps quelque chose qui allait être un instrument, qui est un instrument pour essayer de comprendre le monde. La série s'appelle Conceptual Forms et elle s'articule en deux moments, les Mathematical Forms que vous voyez ici et qui sont dans la collection et les Mechanical Forms. Donc, on parle de mathématiques. Les objets que vous voyez photographiés par Sugimoto, c'est magnifique. Imaginez donc des magnifiques tirages très grands, accrochés un peu haut. Donc imaginez cette vue du bas vers le haut qui se sublime encore plus à travers un accrochage très précis. Je vous signale que les vues d'installation que vous voyez ici, des œuvres exposées à la Fondation Cartier, ce sont des images d'Hiroshi Sugimoto, donc ce sont des photos de son exposition faites par lui-même, donc c'était un grand privilège d'avoir ça. Et donc, on voit ces magnifiques objets un peu brancusiens, un peu sculptural, comme ça, avec une grande présence, une grande monumentalité. Qu'est-ce que c'est on dirait vraiment des sculptures. Et en fait, il s'agit d'une série d'objets mathématiques, ils s'appellent banalement comme ça, qui font dans la réalité, je dirais, une trentaine de centimètres. Ils sont tout petits, ils sont pas spécialement beaux non plus, ils sont faits en plâtre. Et ils ont été faits à la fin du 19e siècle, produits en Allemagne, comme matériel didactique destiné aux universités. Donc il y en avait une série, enfin toujours la même, qui était vendue à
à travers cette compagnie, cette société allemande, plus ou moins à toutes les universités du monde. C'était des objets très banals qui servaient, ce sont des volumisations en fait de formules, d'équations, et donc ça servait aux professeurs pour expliquer, pour concrétiser un petit peu, pour expliquer à travers un volume, à travers un objet, une formule mathématique aux étudiants. Hiroshi Sugimoto a découvert ces formes à l'université de Tokyo. Il existe il en existe un set à l'Institut Poincaré, par exemple, à Paris. Il en existe un peu partout dans le monde. Ce sont toujours les mêmes, en fait. Et donc, il les a découverts sur une étagère, au fond d'un placard, tout poussiéreux, etc. Alors, pourquoi? Effectivement, le fait qu'ils soient poussiéreux, c'est intéressant, parce que ces objets-là, qui sont arrivés, qui ont été construits vers 1800 et quelques, 1880, ils n'ont pas duré longtemps dans l'actualité de la didactique. Parce que, très vite, vers les années 30, beaucoup de théories mathématiques, beaucoup de théories scientifiques ont évolué à une telle vitesse que ces objets-là ne servaient plus. Donc, tout de suite, ils sont finis au placard. Et c'est bien dans les placards de l'Institut Poincaré que, par exemple, Man Ray, dans les années 30, les avait trouvés. Et il les avait lui-même photographiés. Et là, vous en voyez quelques exemples. Il y en a par exemple, il y a par exemple cette... la flèche ne passe pas, mais si vous voyez la deuxième à gauche, voilà, c'est le même objet qu'Hiroshi Sugimoto a photographié ici. Dommage de ne pas pouvoir vous confronter les deux, mais enfin, vous voyez qu'il y a un traitement très très différent. Autant Man Ray, qui ne s'intéressait pas spécialement à la formule mathématique, il s'intéressait à la forme. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il les humanise un peu. Ils sont presque anthropomorphes, on dirait peut-être des animaux, des oiseaux. Enfin, il y a comme une sorte de narration possible, non pas dans les objets, mais dans les photos de Man Ray, dans son traitement de l'image. Autant vous voyez que par contre, Hiroshi Sugimoto, qui m'a dit d'ailleurs, il faut que je fasse mieux que Man Ray, il les a complètement sublimés et a joué, il a surjoué l'abstraction de ces objets. Tout en restant quand même très conscient que les mathématiques, au fond, ne sont autres que une façon d'essayer d'expliquer l'inexplicable. C'est aussi quelque chose qui est propre, comme il dit Sugimoto, à la religion, à l'art. Donc on essaye en fait, l'homme, comment il fait pour tenir bon dans un monde qui est très mystérieux de par son origine et de par sa vie après la mort, etc. Eh bien, il essaye d'expliquer, de s'expliquer, de trouver des raisons. Et parfois, on va du côté de la science pour ça, et parfois, on va du côté de l'imagination, donc de l'art, ou de la spiritualité à travers la religion. Et donc tout ça, Sugimoto le lit dans un même discours. C'est pour ça qu'il y a des photos tant différentes. Finalement, ils ont ce fond commun, essayer de tenir bon dans la vie. Et les mathématiques servent justement à ça, en fait. C'est une sorte d'ordre qu'on essaye de donner au monde. À chaque phénomène naturel, à chaque forme, correspond une formule. Et donc, du temps de Man Ray, qui s'intéressait plutôt à la forme et qui dit justement ces équations n'avaient aucun sens pour moi, mais les formes étaient aussi variées, aussi authentiques que celles que l'on trouve dans la nature. Eh bien, pour Sugimoto, c'est pas tout à fait pareil, en fait. Pour Sugimoto, c'est véritablement une histoire une histoire métaphysique. Et alors, la question que je voudrais souligner par rapport à cette exposition, c'est que Sugimoto est arrivé avec des photos
On s'y attendait parce que c'est un artiste photographe, donc voilà, l'idée c'était de faire une exposition de ses photos. Mais il est arrivé avec le projet complet, avec le projet d'architecture que vous voyez là. Vous voyez qu'il a construit un mur pour chaque photo, avec un nombre très précis, avec une position dans la salle extrêmement précise. Il est arrivé avec un plan en fait. Il n'est pas arrivé avec des photos et des images, mais il est arrivé avec un plan. Il nous a donné les premières indications sur comment installer ses œuvres, et on était un peu perplexe au départ parce qu'en fait, la structure était, oui, elle était bien, elle était ordonnée, mais pas si spectaculaire que ça. On a été un peu étonnés du petit nombre d'œuvres en fait, parce qu'il n'y en avait que 18 en tout. Et surtout, on était un peu perplexe à l'idée qu'en rentrant dans les salles d'exposition, on n'aurait rien vu. On aurait vu le dos des murs. Et que toutes les œuvres, en fait, elles étaient orientées de l'autre côté. Je ne sais pas si on va avoir suffisamment d'images pour... Ils étaient orientés, en fait, un groupe dans l'axe de l'autre. Et tout ça s'est révélé en construisant les murs. En fait, on a vu une harmonie d'une force vraiment extraordinaire. Donc, on a compris que ce n'était pas juste une petite indication pour comment montrer mes photos, mais qui était une véritable architecture dans l'architecture et qui était un véritable élément fondateur de cette exposition, bien au-delà bien avant les photos elles-mêmes. Quand les photos sont arrivées, ils ont complété un véritable projet conceptuel. Nous sommes à la Fondation Cartier dans le bâtiment de Jean Nouvel qui est entièrement en verre. Sugimoto a rebondi sur ça, donc le projet prenait en compte l'architecture existante pour s'y insérer. Le titre de l'exposition était étant donné de poids le grand verre, donc un rappel au titre de deux œuvres de Duchamp, qu'il a comme compressé ensemble, donc le grand verre et étant donné étant une œuvre qui se regarde à travers un petit œillet qui n'a pas une vision directe, donc nous, on n'avait pas de vision directe des œuvres. Les œuvres, elles étaient à l'envers des murs. Donc, on y rentrait sans voir les œuvres et on devait un petit peu les chercher. On devait appréhender l'espace. On devait faire un parcours avant d'arriver face à une œuvre qui semblerait, à première vue, destinée à être vue frontalement dans un accrochage simple. Mais là, on déambulait entre les photos. Les photos n'étaient pas sur un mur l'une après l'autre, mais le visiteur était partie intégrante de cette installation, entouré par les verres de Jean Nouvel et complété par la boîte en bois. Donc encore une fois un titre d'œuvre qui rappelle une œuvre qui est très duchampien, dans laquelle Sugimoto a présenté une reproduction d'une reproduction du grand verre de Marcel Duchamp. C'était un poète surréaliste japonais qui avait reproduit le grand verre, grandeur nature, et que Hiroshi Sugimoto, des années auparavant, avait eu l'occasion de photographier. Et donc, les tirages et les négatifs étaient compressés entre ces deux plaques de verre. Et donc, une photo d'une reproduction du grand verre de Marcel Duchamp était présente dans l'exposition pour donner le ton et pour faire en sorte que l'ensemble prenne son sens dans cette boîte de verre qui était le bâtiment proposé. Donc, le projet, comme vous le voyez, allait bien au-delà de la simple exposition de photographies, alors qu'il n'y avait rien d'autre que des photographies au fond, hein. Mais c'était véritablement le projet architectural qui avait complètement
envelopper les photos, les visiteurs et le bâtiment même, d'une certaine façon. Le clin d'œil au surréalisme, parce qu'effectivement, quand Man Ray réalise ces photos, elles deviennent en quelque sorte un des symboles du surréalisme. Est-ce qu'il y a ce clin d'œil chez Hiroshi Sugimoto ou pas du tout? Ben, comme je vous l'ai dit, lui, il m'a dit il faut que je fasse mieux que Man Ray. Je crois que plus que... Enfin, il est clair que la forme signifiante l'intéresse, mais dans le cas précis, je crois que ça a été vraiment un certain professeur Nishino de l'université de Tokyo qui lui a fait découvrir ces objets, et là, c'est la question mathématique qui est ressortie, ce qui n'intéressait pas les surréalistes. Les surréalistes avaient plutôt en tête la question de la forme. Alors, la forme, elle est induite par le fait qu'il y a des formules mathématiques derrière chacune de ces œuvres, derrière chacun de ces objets. Et les formules mathématiques, justement, ce sont quelque chose de très important pour nous parce que la description et la formule étaient les titres des œuvres de Sugimoto pour cette série. Alors que Man Ray, pardonnez-moi, s'est amusé à donner des titres. C'était objets surréalistes, et puis après, Man Ray, il les a photographiés, puis 20 ans plus tard, il les a peintes. Donc, du coup, d'ailleurs, si vous voulez voir certains de ces objets mathématiques, ils sont exposés à Beaubourg en ce moment. Il y a une exposition qui s'appelle Le surréalisme et l'objet, je crois que le titre c'est ça. Et là, si vous cherchez bien, vous en trouvez une vingtaine. Et vous pouvez vous rendre compte de la non-ampleur, des petites dimensions. Et il y a parfois des finitions qui sont intéressantes, il y a parfois comme ça, des lignes, des courbes qui sont très bien faites. Les photos de Man Ray, ils n'y sont pas, mais vous pouvez voir les objets, c'est assez intéressant. Mais l'un ou l'autre, avant de revenir au titre, l'un et l'autre voulaient libérer effectivement ces objets de leur fonction utilitaire. Ou bien non, Sugimoto voulait effectivement que ça soit une formule mathématique que je sublime, que je poétise, que j'énigmatise, ou bien pas du tout. Elle devient énigmatique dans le sens que le changement d'échelle leur donne une qualité sculpturale que normalement ils n'avaient pas. Mais le titre reste mathématique, donc en fait c'est bien cette façon d'aborder la nature et le monde en général qui l'intéresse. Donc les mathématiques sont vraiment primordiales, et puis cette série qui est plutôt mécanique, c'est ça qui reste fondamental dans son travail. Cela dit, les formules étaient les titres. Et alors là, ça devient intéressant d'en parler parce qu'on s'est retrouvé devant une impasse quand il s'est agi de corriger les épreuves pour le catalogue, parce qu'aucun de nous était en mesure de savoir s'il y avait des fautes ou pas, parce qu'on ne comprenait rien. Et donc l'idée, encore une fois, est venue de Sugimoto, qui nous a proposé de rencontrer un mathématicien, un ami à lui, qui aurait pu nous aider à ne pas publier trop de bêtises. Et c'est comme ça que nous avons connu Jean-Pierre Bourguignon, qui était à l'époque le directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, qui est l'un des instituts de mathématiques les plus célèbres au monde. Il se niche dans la banlieue parisienne, dans la grande banlieue parisienne. C'est une résidence pour mathématiciens où ils peuvent passer de longs mois avec très peu d'ordinateurs, bizarrement. J'ai visité l'institut et en fait c'est un endroit très bizarre où il y a plutôt des tableaux noirs partout, y compris à côté de la machine à café, et des plaques gravées sur les deux faces, sur chaque tableau noir, qui dit: d'un côté, il y a marqué « effacer » et de l'autre côté, il y a marqué « ne pas effacer ». C'est destiné aux femmes de ménage qui, paraît, ont fait disparaître des questions extrêmement importantes. Et donc, voilà, quand la chose doit être continuée le jour après, on va mettre le « ne pas effacer ». Donc, en fait,
Ça se passe d'une façon très conviviale, à travers beaucoup de discussions, donc qui se poursuivent un peu partout. Et voilà, c'est un haut lieu des mathématiques. Il a été dirigé donc jusqu'à il y a à peine peu de temps par Jean-Pierre Bourguignon, qui est rentré en contact avec nous grâce à Sugimoto, et qui a relu donc les épreuves de notre catalogue. Ce n'était que le début d'une autre très longue histoire, en fait. Et c'est comme ça qu'on aime, c'est comme ça, en fait, qu'on aime travailler. C'est que d'une chose, il y en a une autre qui arrive, et on continue sur des longueurs d'onde qui prennent des dimensions très très différentes, mais qui en réalité sont tous une sorte de gigantesque chaîne. Donc c'est un passeur, Sugimoto, en quelque sorte. Ben, il nous a donné des idées, oui. Donc il est arrivé, il a déjà fait rentrer les mathématiques à la Fondation Cartier, il nous a complètement initiés, mais encore en restait dans la forme, je dirais, parce qu'il y avait quand même cette qualité esthétique et sculpturale qui était compréhensible à nous, les pauvres conservateurs du musée. Et par contre, là, on est allé vers l'encore plus sérieux, parce que Jean-Pierre Bourguignon, il nous a fait connaître d'autres mathématiciens, et puis d'autres encore, jusqu'à ce que l'idée d'une exposition carrément sur les mathématiques est arrivée par les mathématiciens. C'est-à-dire que dans une première phase, on a réuni un groupe d'une dizaine de mathématiciens pour discuter, pour essayer de comprendre où aurait pu se situer cette beauté dont tous les mathématiciens parlent, en fait. Ils ont un sens esthétique de l'équation qui nous a beaucoup surpris, parce que ils ne sont pas que dans le chiffre, mais ils voient la beauté vraiment de l'écriture des mathématiques, de l'écriture de l'exposé des mathématiques, sans parler des biologistes et de ceux qui appliquent les mathématiques à la biologie. Donc là, on est encore très proche on est encore plus proche de la nature, et donc ça nous est plus facile, même en étant profane, de comprendre quelles sont les relations. Et là, par exemple, dans l'image, c'est une vue d'installation. Donc là, après, ce n'est que dans le deuxième temps qu'on a individuel des artistes qui pouvaient effectivement visualiser tous ces discours, qui avaient beaucoup à faire avec l'esthétique, beaucoup à faire avec l'ordre du monde, donc beaucoup en commun avec l'art, ce qui est notre sujet habituel, mais que là, pour l'occasion, on avait besoin d'artistes qui pouvaient suivre. Donc les artistes, ils sont arrivés un petit peu dans un deuxième temps, donc en laissant le temps aux mathématiciens de formuler plus ou moins un projet, ou de toute façon de nous expliquer qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à montrer, d'esthétique et de beau et de plaisant pour le public, tout en restant précis d'un côté scientifique. Et là, vous voyez par exemple que dans le collage très coloré de Béatrice Milazès, une artiste brésilienne, il y a des formes géométriques, donc déjà il y a de la géométrie qui sont des motifs décoratifs assez récurrents dans son travail, pris de la tradition de son pays. Mais il y a des images, elle a mis ensemble des images de nature. Vous voyez le perroquet, il y a les rayons du soleil, il y a les vagues, il y a le guépard, ça se voit un peu, mais enfin il y a un félin avec des taches. Et alors en fait on découvre que les plumes du perroquet, l'énergie des vagues, les rayons du soleil ou les taches sur la peau des animaux sont en fait très facilement explicables par équation. Donc il y a les équations correspondantes sur chacun de ces phénomènes. Donc voilà que tout de suite ça nous amène vers quelque chose de très très concret et de très proche de notre univers de tous les jours. Après, donc, petit à petit, on a approché, voilà, là c'est une collaboration, c'était une salle en forme de zéro, et d'ailleurs de double zéro, qui contenait la bibliothèque des mystères de Misha Gromov, qui est un mathématicien russe qui enseigne à l'université de New York, qui a individué pour nous les 30
la bibliothèque de mathématiques la plus succincte au monde, donc 30 titres depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, qui nous donnent les clés de cet univers mathématique, et cette bibliothèque a été scénarisée par David Lynch. Il faut dire qu'on a travaillé plutôt avec des artistes pour cette exposition, des artistes, des Bardon, David Lynch, Bérola, etc. Des artistes qu'on connaissait déjà bien, parce que c'était déjà difficile à expliquer, et donc on avait besoin de quelqu'un qui nous connaît et qui a eu la patience donc de rentrer dans cet univers qui est en général assez détaché des arts plastiques, et donc de s'y plonger. Et en réalité, ils s'y sont plongés tous avec très grande naturalité, dû au fait de se dire, là ce sont d'autres œuvres qui étaient exposées, là ce sont des robots, des petits robots, vous les voyez, qui sont effectivement customisés aussi par David Lynch, mais qui ont la particularité, c'est en fait une sorte d'intelligence artificielle qui correspond à l'intelligence d'un bébé, par exemple. Donc ils arrivent à émettre des sons, pas tout à fait des mots, mais des sons, et à interagir entre eux à travers ces sons et quelques mouvements. Donc imaginez ce qui est une intelligence naissante, et de la reconstituer artificiellement. Là, on a quelques... Voilà, c'est le film de Desbardons vous voyez le fameux Cédric Villani qui est très célèbre en France, médaille Fields en 2010, et aujourd'hui, à 40 ans, directeur de l'Institut Poincaré. Donc les choses, petit à petit, il rentre par la fenêtre, il sort par la porte, et puis on revient toujours finalement aux mêmes personnages, aux mêmes institutions. Je vous rappelle, l'Institut Poincaré, c'est là où Marais a découvert les objets poussiéreux, et les mêmes qu'ensuite Shigeru Sugimoto a découvert à l'Université de Tokyo. Voici la formule de l'œuvre, de l'unique œuvre de Sugimoto qui était présentée dans cette exposition. Comme vous voyez, c'est pas du simple, donc effectivement on avait besoin d'un petit coup de main. Et l'œuvre était pour une fois un volume. Donc ce n'était pas une photo. On retrouve cette forme dans les photos aussi, mais là c'était un volume. Je vous indique le titre. C'est la surface de révolution à courbure constante négative. Là, ne m'en demandez pas plus. Et en fait, non, ce que je peux vous dire, c'est une courbe, effectivement, et elle s'assouplit vers l'infini. Mais il existera toujours sur la Terre une matérialité qui fera que cet infini reste tel. Voilà, donc dans sa simplicité, effectivement, là on passe donc de la photo à la sculpture, d'une certaine façon, mais c'est toujours la même préoccupation. Et c'est toujours le fait d'effectivement volumiser ce qui est dit dans un autre langage, avec les chiffres. Et voilà, Sugimoto en pleine action, qui essaye les meilleures installations. Alors, il y a des artistes photographes, j'en ai rencontré plusieurs, qui me confient les photos en disant, ben voilà, ça c'est mon travail c'est d'être photographe, j'ai fait des images, les voilà, maintenant c'est votre travail, vous mettez l'exposition en place. C'est pas du tout le cas de Sugimoto, et c'est de notre devoir aussi de suivre chaque artiste et de donner ce dont ils ont besoin, et d'être à côté quand ils peuvent. Donc Sugimoto est quelqu'un qui arrive avec l'ensemble des éléments et non seulement les œuvres. On accepte aussi bien l'une et l'autre méthode, bien évidemment. Il faut justement être capable de savoir quand est-ce qu'on est prêt à intervenir, à donner les informations qui sont propres à notre expérience, maîtrise de l'espace, etc. C'est toujours utile, même dans le cadre d'artistes
qui avancent dans leur installation. Donc il est également commissaire d'exposition, en quelque sorte. Oui, occasionnellement. C'est pas, alors, il reste un artiste, hein, mais donc il met en scène ses propres œuvres. Il aime aussi beaucoup confronter ses œuvres à des architectures extrêmement diversifiées. Il aime beaucoup constituer des installations très précises dans des architectures très marquées. Donc c'était le cas de Jean Nouvel chez nous, mais il en a fait, on en verra peut-être d'autres plus tard. Et là, par exemple, ici, je vous montre les images d'une exposition dont il a été effectivement le commissaire. On est à la Pace Gallery à Londres et c'est une exposition qui montrait 8 photos de Sugimoto, de mer, vous les voyez là, et 8 tableaux, parmi les derniers de Mark Rothko, le peintre. Et voilà, donc l'idée est venue du fils de Rothko, Christopher, qui est allé visiter l'atelier de Sugimoto et qui a, je sais pas, au fil de la discussion, ils ont décidé qu'ils auraient fait une exposition avec des tableaux. Donc voici notre photographe qui se transforme en commissaire et qui d'ailleurs ne traite pas des œuvres faciles, parce que je crois que les œuvres de Rothko, elles sont tellement difficiles à être mises en valeur, à être accrochées pour qu'elles soient de lecture juste. Donc c'est vraiment un cauchemar du commissaire habituel. Et alors là, j'ai eu la chance de visiter cette exposition et c'est une des expositions mieux installées que j'ai jamais vues. Et je ne sais presque pas vous dire pourquoi. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, parce qu'en fait, un bon commissaire, il sait disparaître. En fait, il fait un geste dans l'accrochage, dans le projet, etc. Et puis, finalement, ce geste, moins il se voit et mieux c'est, parce qu'en fait, il est là pour mettre en valeur des œuvres, pour mettre des œuvres en scène, pour qu'ils fassent sens entre elles, pour que chaque coup d'œil ou chaque champ de vision puisse apporter encore plus de sens à chacune des œuvres. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois... qu'une œuvre ne phagocyte pas l'autre. Voilà, que ce soit du même artiste ou d'artistes différents dans le cas d'expositions collectives. Et je dirais que exercice curatorial encore plus difficile, c'est quand on met ensemble deux artistes. Donc il y a une confrontation directe, donc il faut qu'ils soient là pour une raison précise et qu'il y ait l'un qui ne prévaut pas sur l'autre. Enfin, c'est un exercice difficile pour tout commissaire. Et là, finalement, il y avait dans cette installation une exaltation mutuelle du travail de peinture de Rothko, du travail de photo de Sugimoto, sans que finalement, cette technique différente, ces époques pas les mêmes, ne comptaient plus. En fait. Le visiteur, il était entraîné dans probablement celle qui est là, déjà dans un horizon qui ne se correspondait pas, parce que les horizons de Sugimoto, ils sont toujours très structurés, ils sont au milieu, alors que ceux de Rothko n'ont pas la même régularité, d'autant plus que les toutes dernières œuvres, vous voyez, ils ont une sorte de cadre blanc autour qui n'est pas sa caractéristique habituelle. Il y avait beaucoup de vide, il y avait beaucoup d'espace entre les œuvres, il n'y avait pas trop d'œuvres, il y en avait vraiment. Mais bon, les deux venaient probablement, c'est pour ça que Sugimoto a accepté avec enthousiasme, je pense, de s'adonner à cet exercice. Ça venait vraiment du fait que
la préoccupation des deux artistes est commune en fait. Et qui est montré dans ces œuvres, c'est un petit peu la même chose. C'est encore une fois, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est loin dans le temps, c'est quelque chose de primordial, c'est un chaos qui commence à s'organiser. On parle d'eau et d'air plutôt dans les photos de Sugimoto. On a tendance plutôt à avoir de la poussière peut-être dans les tableaux de Roscoe. Dans cette expo et dans d'autres aussi, hein, en général dans le travail. Donc cette vision si lointaine, mais qui est, quelque part, elle est en nous, parce que nous faisons partie de cette terre, a fait que la rencontre des deux a été magique, et a été magique grâce à la puissance des œuvres, bien sûr, mais aussi grâce à ce geste curatorial de pouvoir organiser les œuvres et l'espace de la façon la plus efficace. C'est vraiment extrêmement... c'est un travail d'une finesse extrême. Et donc, comme il y a l'absolu dans les œuvres de Sugimoto, eh bien, il y a l'absolu aussi dans les autres activités de Sugimoto. Et c'est pour ça aussi vous avez vu dans l'exposition ici, quel incroyable collectionneur il est. Parce que justement, dans les objets, cet absolu se répercute. Il collectionne également l'art contemporain, où il se limite effectivement à l'art ancien. Je ne connais pas sa collection d'art contemporain, je suppose que son amour pour la peinture l'a amené, mais je ne sais pas vous dire ce qu'il a. Mais vous pouvez nous dire peut-être, avant de continuer, de voir effectivement que c'est également un architecte, l'homme qu'il est, parce qu'on voit la précision, on voit la méditation, comme vous disiez que ça peut provoquer, on dit mon Dieu comme c'est sérieux, mais lui, comment est-il ? J'ai un peu de mal à parler de lui, de lui comme personne, mais il est vrai que il est tout d'abord surprenant par la simplicité, la clarté du propos. Donc, il est toujours souriant, donc il est quand même de très bonne humeur tout le temps. Il explique toujours avec très peu de phrases, très efficace et immédiate. Et donc on voit la raison de tout. On voit la raison de chacune de ses choix. S'il veut mettre les photos à ce qu'on appelle le dos des murs, mais pour lui c'est la face. S'il veut les mettre comme ça, s'il veut les distancier de temps, s'il veut que le public passe à travers, s'il veut qu'il y ait du vide plus que de plein, s'il veut que la peinture et la photo se juxtaposent, s'il veut que les objets soient pris dans une lumière rasante de haut en bas, ben, tout ça a une explication. Je veux dire, bien sûr, c'est du style, mais c'est dans le concept même. Ça a une raison d'exister. Et il est capable, en très peu de phrases, avec très grande synthèse, de tout nous faire comprendre, du moins de tout nous expliquer. On a vraiment l'impression de comprendre. Après, peut-être il s'en va et on reste un peu sur notre faim parce que finalement il voit probablement plus loin que nous, sinon on serait nous les artistes. Mais voilà. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un de drôle? Il est sérieux et il est drôle. Il a un grand sens de l'humour. Il est capable de... c'est aussi un homme qui a beaucoup fréquenté et pratiqué le théâtre. C'est un homme qui se met en scène. C'est un homme qui a un grand sens de l'autodérision. Il a fait des choses qui sont très très loin de ce que l'on voit ici. En France, on en a un exemple dans un film, dans une comédie, en fait, la comédie d'Anne Fontaine qui s'appelle Mon pire cauchemar. Peut-être que quelqu'un d'entre vous l'a vu avec Isabelle Huppert. Enfin, c'était une comédie pour rire, un joli film bien fait, et dans lequel Isabelle Huppert est directrice d'une fondation d'art contemporain, et
Et voilà, il invite dîner des personnalités du milieu de l'art, parmi lesquelles un artiste conceptuel, un certain Hiroshi Sugimoto, donc, qui joue dans le film et qui joue l'artiste conceptuel dont on ne comprend rien quand il parle. Donc c'est pas tout à fait son rôle, mais quand même c'est un peu une caricature de l'artiste contemporain et de tout ce milieu qui dit oui oui sans avoir véritablement compris quoi que ce soit. Et donc dans ce film où il est question aussi d'une photo à lui qui est offerte, qui est donc exposée à un public différent et qui finit graffité, terriblement graffité. Donc on comprend que voilà, il n'hésite pas devant des expériences nouvelles qui ne sont pas véritablement celles de son parcours là où on l'attend. Et en fait, il existe vraiment beaucoup d'expressions de sa personnalité dans lequel effectivement sa présence sur scène devient extrêmement naturelle. Il m'est arrivé d'ailleurs une expérience assez singulière. Il m'est arrivé d'assister à une performance qu'il a fait à Tokyo un soir devant très très peu de monde, pas du tout un espace muséal, pas du tout un espace public, où il a projeté un film muet, un film des années 20, je crois, japonais, qui durait plus de 2 heures, et il était à côté de l'écran et il jouait le rôle du narrateur, en fait en jouant pratiquement tous les rôles des personnages qu'on voyait défiler dans le film. Alors évidemment, je n'ai pas compris un seul mot en 2h30, mais je ne me suis pas ennuyée un instant pour cette présence scénique si simple et si poignante en même temps, avec justement sans aucune inhibition. Donc il jouait tous les rôles, donc il était d'un coup la femme, d'un coup le méchant, il changeait la voix, etc. Et c'est plus tard que j'ai compris que en fait ce genre de performance avait beaucoup à voir avec le théâtre traditionnel japonais, et que j'avais tant à apprendre de ce genre de performance que je comprenais à moitié par manque d'expérience dans la question, mais que en fait le fait qu'il y ait un narrateur qui organise autour d'une seule voix tous les personnages. Vous l'avez vu probablement au Théâtre de la Ville si vous avez vu le magnifique spectacle de marionnettes japonaises de Bunraku que Hiroshi Sugimoto, encore une nouvelle activité, a produit et dont il était directeur artistique. Donc effectivement, aussi sur la scène et derrière la scène, cette quête d'absolu reste toujours la même et prend des formes très très variées, sans pour autant s'enfermer dans une personnalité à un seul sens, parce qu'effectivement, sa personnalité se décline un temps de tons différents. Est-ce que cette quête, effectivement, se poursuit en architecture, parce que, également, il est architecte? Alors, il est photographe d'architecture déjà, avec cette espèce de petite contradiction ce sont les seules photos floues voilà, ce sont en général des architectures modernistes, donc très définies dans les lignes qui sont floutées par la photo. Alors là, on a par exemple, j'aimerais bien, parce que là, on a quelques installations des œuvres de Sugimoto dans des architectures qui sont voilà, ça c'est un bâtiment de Sana à Kanazawa au Japon. Là c'est un bâtiment de Daniel Libeskind. Donc j'insiste sur les architectes parce que chaque architecture
est un vrai challenge en fait, parce que l'espace, évidemment, là on est dans du Renzo Piano, on est à la Maison Hermès à Tokyo qui est faite par Renzo Piano, et donc ce sont des architectures qui sont très très connotées. Donc la confrontation des œuvres, là ce sont des œuvres de la collection, là ce sont des photos par exemple, la confrontation est toujours très très forte, donc il faut un geste fort d'installation pour non pas contraster l'architecture, mais justement pour que une autre architecture puisse se reposer sur l'architecture existante. Et généralement, voilà, là c'est du Jean Nouvel, donc on en revient. Et donc c'est véritablement un challenge qui intéresse Sugimoto à un niveau très très profond. Et bien évidemment, l'installation réussite nous facilite la lecture de l'œuvre et il rajoute du sens. Donc là, c'est tout l'ensemble qui compte et non pas que l'œuvre en elle-même. On peut parler d'architecture, c'est les 20 heures si vous souhaitez. Alors, je vais aller très très vite. Parce qu'il nous a dit la dernière fois qu'il venait, ça fait pas très très longtemps qu'il a une agence d'architecture et qui n'est pas encore très cher, si ça intéresse. Si ça intéresse quelqu'un. Donc, disons que justement, la réflexion sur l'architecture a été toujours très très importante dans son travail pour exposer son propre travail, mais ces derniers temps, effectivement, Sugimoto, il construit aussi, là on est au Japon, sur l'île de Naoshima, et il a construit cette structure en se tenant un peu à cette tradition animiste qui veut que les lieux sacrés, les lieux de pèlerinage surgissent quand il y a un élément très chargé dans la nature, que ce soit je sais pas, une cascade ou un arbre, enfin quelque chose qui effectivement réunit les forces de l'esprit. Et c'est là qu'il y a cette... vous voyez là une pierre qui est plate, qui est en fait une énorme pierre qui pèse 24 tonnes, autour de laquelle Sugimoto a construit ce projet qui est tout à fait architectural, avec les matériaux de lieu, avec une sorte de tumulus, une sorte de crypte, la pierre qui fait de plafond à cette crypte, et cette échelle, cet escalier, un verre optique qui relie les deux, le delà et enfin je ne sais pas comment, et notre monde. Sans pour autant que donc ça reste, disons, un projet qui est autant architectural que de sculpture quelque part, et qui est basé sur cette tradition de l'élément chargé que l'on retrouve dans la nature. Là, par contre, c'est véritablement une architecture, une architecture d'intérieur qu'il a fait pour un restaurant à Tokyo, et vous retrouvez, tiens, notre forme mathématique qui a été inversée, quoi qu'il arrive, on veut arriver à l'infini, donc elle peut aller dans les deux sens, dont il a constitué donc non seulement l'architecture d'intérieur, mais aussi le jardin. Et pour le futur, il a fondé une fondation, Odawara Foundation, qui est encore un projet, mais qui deviendra réalité. Et vous voyez là avec le plan qu'il y a, c'est un projet éducatif en fait, qui prévoit une scène pour le théâtre No. Vous voyez que c'est un véritable travail d'architecte, hein, avec toutes les maquettes, etc. Donc ça, ce n'est pas réalisé encore, hein, ce sont des simulations pour l'instant. Vous voyez la tea house dans l'arbre. Et donc, voilà, ça ce sont des activités récentes dans le parcours de Sugimoto, mais qui
réside déjà dans son travail de photographe et que finalement ne déplace pas l'objet de sa recherche et ne déplace pas le contenu de toute son œuvre. Donc c'est une sorte de quête d'absolu avec la forme la plus essentielle possible. Je ne parlerai pas de forme dépouillée dans son cas, mais d'une forme la plus synthétique possible, donc le minimum pour le maximum. Avant de passer aux questions, je vais conclure effectivement par cette phrase. Bon, artiste multiple et qui se trouve dans notre catalogue, il est dit « Je me diversifie pour arriver à mieux comprendre la conscience ». Oui, ça résume tout à fait aussi la question, la phrase que j'ai citée de mémoire tout à l'heure, comme quoi Sugimoto il dit que l'art, la religion, la science nous aident à répondre, à nous expliquer les choses que l'on ne peut pas comprendre. Il y a un mystère dans la vie qui persiste et les œuvres d'art ne peuvent pas le résoudre, ne peuvent pas véritablement, probablement améliorer, changer le monde, mais l'améliorer, oui, sans doute. Des questions, si vous souhaitez, si vous en avez. Grazia était tellement claire. L'œuvre, et elle est globale. L'œuvre, elle est vraiment claire. Non, le multiple. Mais par exemple, est-ce que c'est un artiste qui s'intéresse aux autres artistes, qui s'ouvre, qui crée des passerelles? Vous nous avez expliqué effectivement avec le mathématicien, mais est-ce qu'avec d'autres artistes Absolument, vivants? Absolument. Il a été un de nos conseillers. On a fait une exposition il y a quelques années de jeunes artistes et en fait il a tenu non seulement à en parrainer certains, mais aussi à regarder avec nous. Il a passé un jour ou deux à regarder avec nous tous les centaines de dossiers qui nous arrivaient et donc voilà, au contraire il est très proche de tout ça. Est-ce qu'il écoute? Parce qu'il y a certains artistes, ils ont leurs idées, ils l'imposent, et puis voilà, il n'y a pas moyen de discuter, de faire changer un avis sur quelque chose. Est-ce qu'il est de cela ou est-ce qu'il est... Vous me faites remarquer qu'il est arrivé avec un projet complet, fini, indiscutable, mais le mot imposition ne colle pas du tout à la situation. C'est-à-dire que il nous a rien imposé, il nous a juste convaincu. C'était tellement clair et inévitable ce qu'il nous proposait, qui, au contraire, il nous a aidé beaucoup. Donc, il n'a jamais été, de toutes mes expériences avec lui, il n'a jamais été question pour lui de nous imposer quoi que ce soit. Chaque proposition était l'évidence. Et donc voilà, le mot tombe à désuétude. Voilà. Oui, vous parliez de passerelles avec d'autres artistes. Je voudrais savoir s'il a aussi fait des passerelles avec d'autres scientifiques, notamment des biologistes dont vous avez... Il a beaucoup travaillé avec le professeur Nishino de l'université de Tokyo pour son côté mathématique. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres, donc j'arrive peut-être pas à vous citer les noms. Mais là, en parlant des collaborations avec les artistes, pour ceux qui ont vu à Paris le spectacle de Ranraku au Théâtre de la Ville, les vidéos qu'on voyait passer sont en fait les œuvres de Tabaimo, qui est une jeune artiste japonaise avec qui il se relationne au point de véritablement intégrer ses œuvres à ses propres productions. Est-ce qu'on arrête là et on applaudit, mais très chaleureusement, Grazia Carloni? Merci. Vous allez poser en direct, rien que vous êtes. Allez-y, je vous en prie.
voulais savoir si le travail d'ombre et de lumière qu'il a fait sur les formes mathématiques était d'ordre conceptuel par rapport à des formules mathématiques, par rapport à la lumière, ou si c'était simplement, pas simplement, mais un éclairage qu'il a recherché de manière... Non, non, c'est une mise en scène. D'après ce que j'en sais, l'ombre n'incite pas sur la formule elle-même, mais c'est une sorte de monumentalisation de cet objet. Et effectivement, il avait en tête aussi bien les photos de Man Ray qu'il voulait faire mieux, et aussi bien voilà, une sculpture minimale. Donc il y a effectivement une qualité sculpturale très très forte. Et le type de prise de vue, enfin les décisions qu'il a prises à l'intérieur de la photo elle-même n'est pas correspondante à la formule mathématique. C'est aussi un axe toujours le même, hein. C'est vraiment toujours le même point de prise de vue pour chaque objet. Mais c'est pas le même éclairage. Bah, c'est le même type d'éclairage. Après, ça dépend de la forme, parce que les formes elles sont différentes. Mais elles sont toutes prises d'une voilà, une lumière rasante et un lait de bas vers le haut pour les voilà, monumentaliser. Alors, avant de réapplaudir, voilà, il y a encore une question après, comme ça. Je vous signale que le 17 décembre, nous aurons notre 3e rencontre avec Emmanuelle de Montbrison, ici présente, et qui est la commissaire de cette exposition avec Hiroshi Sugimoto. Maintenant, on doit dire comme ça, Emmanuelle. Alors, on applaudit. On peut applaudir, hein, Emmanuelle. Et grâce.